Les policiers étaient profondément ébranlés. Ils n'osaient plus rentrer chez eux en uniforme de peur de se faire insulter dans leur quartier. Moi, je me souviens d'un officier de police devant la Sorbonne avec les larmes qui coulaient, disant « Mon fils est de l'autre côté ». Bon, c'était quand même ça. De mai 68, l'histoire retient ces étudiants massés à la Sorbonne ou à l'Odéon et ces millions de salariés défilant dans les villes d'une France paralysée par la grève générale. Pourtant, mai 68, ce sont aussi ces forces de l'ordre, souvent désemparées, et ces journalistes que le gouvernement tentera de museler et dont le regard évoluera au fil des événements. Avoir vécu mai 68, c'est, dans la vie d'un photographe, c'est extraordinaire. Tout Paris sentait le lacrymogène, parce que nous, ça rentré dans les casernes, même dans notre chambre, on sentait le lacrymogène jusque dans nos armoires. Leur mai 68 n'est pas celui des étudiants ni des ouvriers, défenseurs ou témoins d'un État en train de chanceler. C'est un sentiment qui m'est resté d'une manière indélébile, le sentiment de vide. On s'est dit, mais il n'y a plus de chef. Quand on se retrouve à 35 ans, paralysé tout d'un côté gauche, hémiplégique et tout, si j'avais pas eu le syndicat, j'aurais été réformé. Les rapports quotidiens, les renseignements confidentiels des RG, les plans de situation, ces milliers de documents auraient dû rester secrets encore quelques années. Nous avons pu exceptionnellement consulter les archives de la préfecture de police par dérogation et recueillir des témoignages inédits. Je pense que certains collègues, lorsqu'ils se sont trouvés balancés dans les vitrines des magasins, auraient peut-être pu avoir la réaction de sortir leur arme pour montrer que ça avait assez duré. Comment les forces de l'ordre ont-elles vécu cette révolte étudiante et la grève générale ? La riposte policière, tant pointée du doigt, était-elle vraiment démesurée ? Quels souvenirs les photojournalistes positionnés au milieu des affrontements gardent-ils de mai 68 ? CRS, policiers, pompiers, journalistes, tous ont été marqués par ces 2 mois qui ont ébranlé la France. Tous ont une histoire à raconter, celle d'un mai 68 vécu de l'autre côté des barricades. Dans la nuit du 10 ou 11 mai 1968, Paris s'enflamme. Le quartier latin, celui des étudiants, est le théâtre des plus violents affrontements des événements de mai 68. Des centaines de blessés, des vitrines démolies, des voitures calcinées et ces barricades qui bloquent les artères, comme un rappel symbolique à celle du 19e siècle. Il y a la mythologie du mouvement ouvrier qui se transpose dans le mouvement de la jeunesse, les barricades. C'est le symbole de 1830, de 1848, de la Commune de Paris, donc de toutes les luttes ouvrières qui ont eu lieu. On a une rupture dans les systèmes de représentation et dans les types de luttes qui étaient devenus classiques à l'échelle nationale. En même temps, il y a un côté très pratique et très tactique. C'est que les barricades, c'était une façon de se protéger contre les flics. À 2h du matin, le bilan est lourd. Entre 1000 et 1500 blessés, le tiers serait des forces de l'ordre, mais les sources ne s'accordent sur aucun chiffre. On était là pour repousser les manifestants, on l'a fait le mieux possible, avec les moyens dont on disposait. De fusils lance-grenades et de notre bâton de défense, que j'appelle communément la gomme à effacer le sourire. Et nous avions ça et nous étions protégés par des boucliers. L'image du CRS armé de son bidule est restée très imprimée dans la tête de toute une génération.
La seule certitude, c'est que la stature du général de Gaulle et la Ve République auront pour la première fois vacillé. L'une des plus importantes révolutions sociales et culturelles du XXe siècle venait d'afficher son visage, celui d'un printemps radieux et enchanté le jour, mais d'une rare violence la nuit. À 6 h du matin, tout s'arrête. Tout s'arrête, tout le monde rentre. Mais quand on voit le boulevard Saint-Germain à 6 h du matin, on se croirait en état de guerre. Il n'y a plus rien. Vous avez un chien dans le milieu qui gueule. Ça fume de partout. Il y a du matériel partout sur la voie publique. Toutes les voitures sont retournées. Moi, je connaissais que les images de la Deuxième Guerre mondiale et celle-ci. Voilà, mai 68. Avec un demi-siècle de recul, il est aujourd'hui possible de déceler les ingrédients à l'époque invisibles qui allaient conduire à cet embrasement. Février 1965. Le Vietnam est en proie à une guerre civile inextricable. Pour prêter main forte aux combattants du Sud-Vietnam contre l'offensive communiste d'Hanoï, le président américain Lyndon Johnson fait bombarder le nord du pays au napalm. Pour de nombreux citoyens américains, dont les étudiants, cette intervention sur des civils est inacceptable. Les manifestations se multiplient aux États-Unis et la mobilisation résonne, notamment jusqu'à la France. Mai 68 ne peut pas être compris sans un contexte qui est celui des 60s. Bien sûr, la contestation aux États-Unis contre la guerre du Vietnam et de façon plus large contre le type de société qui s'est bâti dans l'après-guerre. Dans les facultés, l'équilibre commence aussi à chanceler. Le nombre d'étudiants a été multiplié par 3 en 10 ans, la démographie explose. Et avec elle, les origines sociologiques et les besoins évoluent. On avait une université extrêmement classique. Quand un prof de la fac de droit entrait dans son amphi, il y avait un apparaîteur qui annonçait « Monsieur le professeur » et le prof arrivait en toge. Cette contestation est diffuse, multiforme, et les rédactions des journaux passent à côté. Mais une agitation commence néanmoins à s'exprimer, notamment dans les usines en province dès le milieu des années 60. Les premières étincelles d'un immense feu de joie. Sur le terrain, il y avait des journalistes qui sentaient bien qu'il se passait quelque chose. Mais dans les rédactions, c'était le train-train. La dimension, c'est d'abord ces mouvements provinciaux, avec le rôle de l'Ouest français. L'étincelle, c'est bien sûr Paris. Il va y avoir une cristallisation de toute une série de mouvements, mais les années 65-66 sont des années où, contrairement à un article resté célèbre, la France ne s'ennuie pas. Le 22 mars 1968, des étudiants de l'université de Nanterre se réunissent en assemblée générale. Ils protestent contre les arrestations d'étudiants lors d'une manifestation agitée contre la guerre au Vietnam, à Paris. Va s'amalgamer le début de quelque chose d'assez nouveau, c'est-à-dire un mouvement qui n'est pas un syndicat étudiant au sens classique, qui n'est pas un parti politique non plus, et d'ailleurs son nom très vague, mouvement du 22 mars, indique bien le côté un petit peu attrape-tout, étrange, nouveau de ce qui est en train de se constituer. Et c'est pour cela qu'au début, ce mouvement, même s'il est signalé très tôt à la police, n'est pas vraiment pris au sérieux. L'occupation se durcit, et pour éviter des débordements, le doyen de la faculté décide de la fermeture de Nanterre. Nous sommes le 2 mai 1968, il est 17h. Très vite, les étudiants gagnent la Sorbonne à 15 km de là, en plein Paris. La cour intérieure devient l'épicentre d'une contestation pacifiste et déjà le lieu de naissance de figures de proue, d'icônes de mai 68. Ce mouvement n'avait pas de dirigeant au sens propre, c'était en aucune façon un parti politique ou un grand syndicat qui aurait fédéré tout le monde. Donc la presse, les autorités
avait besoin de repères et d'identifier des figures pour avoir une représentation de ce qu'était le mouvement. En travaillant sur les photographies du Fonds François, c'est très intéressant de voir que ces photographies sont pour l'essentiel des plans larges. On voit des gens, mais enfin ce sont des plans larges. Et très rapidement, ils ont besoin de sujets. Il y a notamment Daniel Cohn-Bendit, l'étudiant de Nanterre, Jacques Sauvageau, alors vice-président de l'UNEF, le syndicat étudiant, et Alain Gesmar, le président du SNESUP, un syndicat d'enseignants du supérieur. Ce sont 3 personnes qui se sont formées en marchant dans le mouvement, qui ont été aidées certainement par d'autres aussi dans cette perspective, et certains ayant peut-être plus que d'autres le goût des médias, etc. Mais ça, c'est de bonne guerre. Cohn-Bendit et Sauvageau sont déjà dans les radars des forces de l'ordre, car un conseil de discipline envisage de les sanctionner pour les rébellions du mois de mars à Nanterre. Pour sanctionner les responsables des événements de Nanterre, on imagine de réunir un conseil de discipline. Alors ça crée des remous dans la Sorbonne elle-même et, erreur funeste, la police entre dans la Sorbonne pour la sécuriser. À partir du moment où les étudiants ne peuvent plus débattre et contester dans l'enceinte, au fond protectrice de la Sorbonne, ils se répandent dans la ville et c'est là vraiment que naît mai 68. On ne peut pas dire qu'ils prennent d'assaut la Sorbonne et Nanterre, c'est chez eux. C'est chez eux et on les pousse. Donc ils prennent le quartier latin. Et c'est là que spontanément, des gens ont commencé à lancer ce qu'ils avaient sous la main, parfois des grilles d'arbres, tout simplement, en métal, sur des cars de police, ou crever les pneus, ou etc. Les médias commencent alors à considérer les événements d'un autre œil. Et aux premiers affrontements, les photojournalistes comme Jacques Boisset pour François sont déjà sur le pavé. François, à l'époque, c'était la télévision, puisqu'on avait 6 éditions par jour. On changeait de photographie à chaque édition, c'est-à-dire toutes les heures. On alimentait François, aussi bien en texte qu'en photo. Dès lors, les photographes resteront au centre des événements, positionnés entre les forces de l'ordre et les manifestants. La photo qui nous intéressait, c'était le contact, de voir un policier en train de frapper ou un étudiant en train d'envoyer un pavé. Mais la photo des deux ensemble, elle n'existe pas. C'était trop loin les uns des autres pour faire une photo groupée, et la nuit surtout. On n'était pas des cibles, de la part des étudiants ou de la part des forces de police. On faisait notre travail, on nous laissait faire. On avait bien quelques regards assassins. Quand les CRS et les gendarmes mobiles arrivent pour déloger les manifestants le 3 mai, ils pensent que c'est l'affaire de quelques heures, mais ils se trompent. La police, en 68, était une police qui avait connu la guerre d'Algérie et l'OAS, qui se vivait comme le dernier rempart de l'ordre face à un mouvement qu'ils avaient beaucoup de mal à contrôler. En même temps, c'était une police lourde, peu maniable, qui n'avait pas eu affaire à des manifestations de masse. Vous aviez dans le même groupement des escadrons de gendarmerie mobile, des compagnies républicaines de sécurité, des forces de la préfecture de police, des forces de la garde républicaine, mais ces unités diverses n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble. Ces forces de l'ordre auront pourtant rendez-vous avec l'histoire. Ce 3 mai sera pour elles le début d'un véritable cauchemar et d'une confrontation avec leurs certitudes qui mettront peu de temps à voler en éclats. Personne n'imagine qu'il va y avoir cette cristallisation de la révolte, d'abord dans le monde étudiant et puis au-delà, bien sûr, quand les grévistes vont entrer dans la danse. C'est pour cela qu'au début, la police utilise son matériel habituel qui date un petit peu des années 50, ses procédures habituelles, et en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas vraiment de plan pour le cas où Paris ou une partie de Paris se soulèverait. Les policiers n'étaient pas équipés pour ce genre de manifestation comme ils le sont aujourd'hui. Il faut quand même voir, en plein maintien de l'ordre, à l'époque, le gendarme, la veste, sapé, la cravate, le ceinturon baudrier, l'équipement nickel, les chaussures cirées, tout. Mais ce n'est pas du tout adapté. Notre tenue, c'était le blouson, un pantalon, la chemise, la cravate, et puis le casque, ce qui n'était pas d'une grande protection. Nous avions des lunettes
pour éviter d'avoir les retours des gaz lacrymogènes, mais ça ne servait pas à grand-chose. Et nous faisions comme les manifestants, nous mettions notre mouchoir sur la bouche. Au sommet de l'État, ces premières violences sont perçues comme un événement isolé et la préfecture de police de Paris est prise de court, jusqu'au plus haut niveau. À la préfecture de police, il y a heureusement un personnage assez extraordinaire qui est le préfet de police, Maurice Grimaud. On tremble en imaginant ce qui se serait passé si celui qui l'a remplacé l'année précédente, Maurice Papon, était resté préfet de police. Grimaud est un haut fonctionnaire soutien de De Gaulle, mais un préfet très pondéré qui veut à tout prix éviter un bain de sang. Il se fait allouer une voiture, mais pas du tout une belle voiture de fonction. Comme cela, il peut se promener dans Paris, regarder, observer, se rendre compte par lui-même sans être repéré par des manifestants, par des étudiants. Il va au contact, pas pour se battre, mais pour discuter. Face aux policiers qui attendent les ordres sans bouger, les manifestants improvisent leurs premières armes. Ils commencent à scier des arbres, à casser le mobilier urbain, à casser les avertisseurs d'incendie. Une fois qu'un pavé est parti, après ça y va, ça va très vite. Et à un moment donné, ces pavés, ils étaient bloqués dans les roues arrière, jublés de nos véhicules. Sous le nom de code Opération Nathalie, les policiers arrêtent plusieurs manifestants. C'est l'heure des premiers blessés. À 17h, ce vendredi 3 mai 1968, le brigadier Brunet conduit un car police secours. Avec ses collègues, il doit récupérer un officier de paix blessé rue d'Assas, mais ils ignorent tout des événements en cours. Le premier pavé à travers le pare-brise, quand les jeunes ont commencé à balancer les pavés entre le Saint-Germain et la rue des Écoles, le premier pavé a été pour moi. Parce qu'au moment où ils ont commencé à canarder, j'ai tourné la tête pour dire à mes gars derrière « Ne vous inquiétez pas, on va s'en sortir ». Et donc j'ai pris le pavé en plein sur le côté droit. Ils nous ont pas dit de mettre des grilles au quart et tout, donc l'état-major, ils ont commis une faute en ne nous avisant pas de la situation. À ce moment-là, on ne serait pas passé là. Le brigadier Brunet en est certain, ce projectile aurait dû le tuer. C'était destiné pour tuer du flic, parce que les photos qu'on voit après sur tous les magazines, on voit très bien celui qui balance le pavé, on voit le pavé qui arrive sur le pare-brise. C'est net, ça c'est clair. Ils en voulaient déjà aux fliqueurs. Quand on se retrouve à 35 ans, paralysé tout d'un côté gauche, hémiplégique et tout, si j'avais pas eu le syndicat, j'aurais été réformé. Ce 3 mai vient de faire basculer la France. 600 manifestants sont interpellés et le lendemain, l'UNEF et le SNESUP appellent à la grève illimitée. Le mouvement s'étend au reste du pays. En province, la tension entre étudiants et représentants de l'État est pour l'instant timide. Il n'y avait pas d'affrontement étudiant-policier. De temps en temps, il lançait une grenade en l'air. Et moi, ça me faisait frissonner, je me souviens, j'avais peur. Ça me faisait frissonner, ça me faisait quelque chose d'assez violent d'ailleurs. En 1968, Toulouse est la seconde ville universitaire de France. Christine Fauré y était étudiante. Elle se souvient de revendications différentes de la capitale. L'Espagne toute proche est alors sous régime franquiste. C'est nous qui bloquions les facs. Mon grand frisson, c'était de rester la nuit à la fac pour la garder. En fait, s'il y avait une attaque fasciste comme on craignait, je ne sais pas ce que j'aurais fait, franchement. On n'était pas militarisés. En ce début du mois de mai, alors que des centaines de manifestants sont arrêtés à Paris, les étudiants se soulèvent à Lyon, Toulouse, Grenoble, Nantes, Bordeaux ou Lille. On avait l'impression d'une puissance, de rentrer dans toute la ville. Vous savez, de temps en temps, il y avait des gens rue d'Alsace qui envoyaient des pots de fleurs sur la tête des manifestants. Les gens n'étaient pas unanimes, mais en général, ça se passait bien. Et puis le maire de Toulouse, Bazerque, à l'époque, il était en tête de toutes les manifestations, avec le drapeau noir et rouge sur le balcon de la mairie du Capitole. On est la seule ville où ça s'est passé comme ça. Le 6 mai, 8 étudiants de Nanterre, dont Daniel Cohn-Bendit, comparaissent en conseil de discipline pour les débordements de fin mars.
Criant à l'injustice, les étudiants durcissent le mouvement. Jusqu'au 11 mai, les affrontements avec les forces de l'ordre seront de plus en plus musclés et la préfecture de plus en plus désemparée. Ils ont abattu devant nous les arbres à la tronçonneuse. Et je vous garantis que moi j'étais jeune fonctionnaire, hein, je n'avais que 27 ans. Quand vous voyez les arbres qui s'abattent devant vous, vous demandez à quelle sauce vous allez être mangé, quoi. Ils avaient aussi peur, c'était des jeunes flics, ils avaient affaire à un événement nouveau. Quand vous voyez arriver en face au pas de charge, c'est eux qui chargent, c'est pas les gendarmes. Les manifestants, les étudiants, en cadence, clac, 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 remontant jusqu'au contact, ça impressionne. En coulisses, les forces de l'ordre et les commandements sont totalement désorientés, mais le préfet Grimaud parie sur l'essoufflement rapide du mouvement. L'Élysée, Matignon sont assaillis de coups de fil, de personnalités, de députés qui perdent un peu la tête, qui ont peur que tout cela dérive et qui disent « Envoyez l'armée, il faut envoyer l'armée, ça suffit, le ministre de l'Intérieur est trop mou, le préfet de police est trop mou. » Bon, Grimaud réussit à bloquer ça. Cette période d'hésitation a fini par encourager les étudiants qui se sont dit « mais le pouvoir est à prendre ». Donc cet engrenage a commencé à prendre de la vitesse. Et tout autour, les unités se sont trouvées balancées à droite, à gauche, sans qu'on comprenne exactement pourquoi. Pour les photographes, la situation est exceptionnelle. Les rédactions reçoivent chaque jour des centaines de clichés et les lecteurs se passionnent pour ces étudiants apparemment brutalisés. Car la presse a choisi son camp, même si les policiers ne sont pas les seules victimes des pavés. Il y a eu des échauffourées et effectivement, j'ai pris un pavé, c'est bien un grand mot. On va dire un éclat sur le visage. Les flics envoient des pavés, les étudiants, même chose. Et puis j'étais en train de me dire, vous savez, quand on fait des photos, il y a un moment, il faut se dire, il faut t'en aller. Maintenant, ça devient grave. Effectivement, ça passait au-dessus. Et au moment où je me lève, poum, je prends un pavé en pleine tête. Jacques Boissé ne cédera pas, malgré son nez cassé et ses points de suture. Le 8 mai, il est déjà de nouveau sur le terrain. Alors que les violences font la une des journaux, les étudiants reçoivent dès le lendemain un soutien inattendu. C'est les ouvriers qui rejoignent les manifestations étudiantes. Les manifestations étudiantes ont été les premières. Et pour leur donner de la consistance, de la subsistance et durée, il a fallu qu'il y ait les ouvriers. Jour après jour, les ouvriers se rallient massivement au combat de la jeunesse. À Sochaux, à Flins, à Toulouse, à Besançon, tous veulent obtenir de meilleures conditions de travail. Une autre vie. Les forces de l'ordre doivent se démultiplier sur les campus et dans les centres-villes, mais aussi dans les usines. Les effectifs ne sont pas suffisants et le pays commence à se gripper. Aux informations de 13h, ils repassaient les événements de la veille. Et nous avons pu voir le nombre de manifestants qu'il y avait en face de nous. Et quand on a vu le nombre de manifestants, on s'est pratiquement regardé en disant « ils n'ont jamais pensé que nous n'étions que 80 fonctionnaires en barrage et que s'ils avaient vraiment voulu forcer, ils nous auraient enfoncés ». Les policiers étaient quand même profondément ébranlés. Ils n'osaient plus rentrer chez eux en uniforme de peur de se faire insulter dans leur quartier, pas simplement au quartier latin ou dans les endroits où c'était chaud. Moi, je me souviens d'un officier de police devant la Sorbonne avec les larmes qui coulaient, disant « mon fils est de l'autre côté ». Bon, c'était quand même ça. Le préfet et ses équipes ignorent que les violences ne font pourtant que commencer. Le 10 mai, alors que la faculté de Nanterre vient de rouvrir ses portes, les syndicats appellent à une grève commune symbolique dès la semaine suivante. Les étudiants sont rejoints par des milliers de lycéens. Le quartier latin est pris d'assaut par 100 000 jeunes qui détournent le mobilier urbain pour monter des barricades. Tout un symbole qui essaimera les jours suivants en province. Le baron Haussmann, dans une grande partie de la capitale, a élargi les rues, les avenues, ce qui fait que la barricade est difficile à installer.
pas au quartier latin, pas sur la montagne Sainte-Geneviève, où il subsiste des petites rues étroites et en plus montantes, descendantes. Donc là, c'est un modèle qui peut encore fonctionner. Mais qui aurait imaginé le quartier latin couvert de barricades? Personne. C'était une barricade dans l'ordre du symbolique. Mais symbolique de quoi? D'une histoire passée, parce qu'on ne rigolait pas au XIXe siècle quand on était sur une barricade, on vous tuait, c'est tout. Il y avait l'armée qui tirait. Face à cette mobilisation, le gouvernement joue la carte des négociations. En fin d'après-midi, le ministre de l'Éducation nationale, Alain Peyrefitte, tente un compromis avec les syndicats d'étudiants, en vain. Le soir venu, la situation s'envenime et les forces de l'ordre sont sommées d'intervenir au dernier moment pour éviter un bain de sang. Une semaine déjà que Paris est assiégé, mais il est trop tard. Jour et nuit, on n'arrêtait pas. Je me souviens de cette période où j'ai été chez moi pour 3 heures par nuit. On ne dormait pas. Vraiment, c'était la guerre. J'ai vu M. Cohn-Bendit en face de moi, avec son ami Sauvageot, qui là haranguait les manifestants pour essayer de nous faire reculer. Alors, les manifestants, effectivement, s'en donnaient à cœur joie de nous balancer les colibets, CRS égale SS. Pendant la guerre, en 1944, j'ai un oncle qui a été fusillé par les Allemands. Et on l'a enlevé de sa famille, on est venu le prendre et on l'a fusillé 200 mètres plus loin avec 4 autres de ses camarades. Et ça, c'est ce qu'on appelle les SS qui faisaient ce travail. Et moi, je ne me considérais pas CRS comme un SS. Face aux pavés et aux insultes qui pleuvent sur leur tête, les policiers ripostent au gaz lacrymogène, mais la technique n'est pas au point et les quantités sont démesurées. Au bout de 15 jours, j'étais malade. J'en avais assez de prendre des gaz. C'était lacrymogène, puis il y avait un autre gaz. Il y a eu des bruits qui couraient, genre de gaz asphyxiant ou des choses comme ça. Tout Paris sentait le lacrymogène, parce que nous, ça réentrait dans les casernes, même dans notre chambre, hein, on sentait le lacrymogène jusque dans nos armoires. C'était incroyable le volume de lacrymogène qui a été projeté. Pour protéger leurs yeux, ils ont de simples lunettes, un petit peu comme des lunettes de motard. Les fameux CRS ont des boucliers ronds qui sont assez lourds en fait, qui ne sont pas très maniables et puis qui sont pleins. Donc on ne voit pas à travers. Après mai 68, on va les doter d'équipements beaucoup plus intéressants, de casques avec du plexiglas qui les protège, et puis de boucliers rectangulaires, donc déjà qui protègent quand même mieux le corps, et surtout transparents, ce qui permet de voir ce qui se passe de l'autre côté. Le quartier latin s'embrase, voitures, vitrines, cocktails Molotov. Impossible de compter les blessés des deux côtés. Il y a des goupilles, elles pèsent 150 grammes. La clé, simplement. Hein. Quand ça part, je vais vous dire, ça vous crève un œil sans problème. Hein. Le feu s'invite au cœur des combats. Les pompiers sont appelés en renfort. Les pompiers sont traditionnellement utilisés dans les manifestations pour disperser avec des lances à eau. Donc ils ont joué un rôle à ce niveau-là, en plus de leur rôle réel, puisqu'il y a eu quand même presque 300 voitures incendiées et d'autres foyers à éteindre. La mission, c'est d'éteindre le feu de voiture. Après, on s'est aperçu qu'il fallait un peu lever le pied, de manière à ce que les étudiants ne soient pas agressifs, hein, mais ils n'étaient pas avec nous. Et moi, j'étais surpris de voir notre premier secours décapotable entièrement entouré de manifestants. On ne voyait même plus la carrosserie, et on voyait que 6 pompiers qui étaient dessus, mais on n'avait pas peur. Et d'ailleurs, ils criaient « Les pompiers avec nous !» C'était incroyable de voir ça. Les affrontements dureront toute la nuit. Pompiers et forces de l'ordre sillonnent alors les rues occupées au rythme des ordres d'une préfecture en état de siège. On était sur le terrain, on arrivait sur place et on se mettait en barrage et on attendait. Donc on pouvait attendre 2, 3 heures, 4 heures sans intervenir. L'ambiance au sein de mon quart, c'était des anciens qui avaient fait l'Indochine, l'Algérie, il y avait bien quelques jeunes, mais ces étudiants, mais ça les impressionnait, mais pas du tout, du tout. Et la plupart des gens me disaient, mais qu'est-ce qu'on attend pour en finir? Je pense que certains collègues, lorsqu'ils se sont trouvés balancés dans les vitrines des magasins, auraient peut-être pu avoir la réaction de sortir leur arme pour montrer que
Ça avait assez duré, si vous voulez. Une action violente, c'est justement ce que veut éviter le préfet Grimaud. Pourtant, des slogans scandés lors des émeutes, l'opinion publique retiendra tout le contraire. Tout le monde a en tête évidemment CRS-SS. En fait, il y aura à peu près autant de CRS que de policiers de la préfecture de police, environ 6000. CRS-SS, c'est un mot d'ordre de 47-48. On répétait des mots d'ordre qui venaient d'une tradition. Il est certain qu'il y a une telle radicalité dans les slogans qu'on est bien sûr assez éloigné de la réalité des faits. Mon grand-père disait CRS-SS, si ça avait été des SS, mai 68 aurait duré un quart d'heure. Au petit matin du 11 mai, la France est sous le choc. Le quartier latin est une zone de guerre civile. Voitures calcinées, arbres coupés, rues dépavées. Le bilan atteint les 1500 blessés, dont un tiers dans les forces de l'ordre. Le commandant Journiac, touché gravement à la tête, décédera un an plus tard de ses blessures. Policiers, CRS et gendarmes sont épuisés, mais le préfet Grimaud est satisfait. L'hécatombe a été évitée. Ça a été très très chaud des fois, très très chaud. On a ramassé des victimes, pas beau, hein. Beaucoup de plaies au visage, par les coups de matraque, par tout ce qui est projectile, hein. Donc le visage, les mains. Mais c'était la réponse, hein. C'était la réponse à la violence étudiante quand même, hein, parce que attention, hein, ils ont été violents. Hein. Mon père, qui était quelqu'un qui était d'extrême droite avant la guerre. En 68, on se retrouve ensemble, beaucoup de tensions. Et mon père dit, si j'avais été à la place de Grimaud, j'y serais allé à la mitrailleuse, sur les barricades. Et je lui réponds, papa, tu n'aurais pas pu parce que nous t'aurions tué avant. Derrière ces deux phrases très violentes, il y avait le symbole d'un monde qui finissait et d'un autre monde qui aspirait à vivre autre chose que le gaullisme pesant que nous avions sur cette histoire. L'opinion publique gardera pourtant en tête les violences policières illustrées dans les journaux et soutiendra longtemps les manifestants. Il y a le petit sondage qui a eu lieu en plein mois de mai, donnait 2/3 de la population de la région parisienne qui était en faveur du mouvement. Alors que pendant la guerre d'Algérie et contre l'OAS, ils se sentaient porteurs d'une majorité. Là, ils devenaient défenseurs de l'État, mais d'un État qui était de plus en plus nu, en tout cas en apparence. Georges Pompidou, de retour d'Afghanistan, tente d'apaiser les foules en rouvrant la Sorbonne et en relaxant les manifestants arrêtés. Mais les syndicats appellent à une journée de grève générale le 13 mai et les étudiants ne décolèrent pas. Grimaud, lui, continue d'imposer sa méthode. Il sent que le mouvement va s'essouffler. Il observe que, il y a des mouvements intenses pendant la semaine, mais que c'est très calme le week-end, que beaucoup d'étudiants rentrent dans leur famille. Drôle de révolution. Il observe que pendant la période des vacances scolaires, ça se calme également. Il observe bien sûr que les vrais lieux de pouvoir politique, l'Élysée, les assemblées parlementaires, ne sont pas sérieusement visés, ne sont pas attaqués, ne sont pas pris d'assaut. Et lui considère qu'il y a un mécontentement, qu'il y a une force réelle dans la rue qui s'exprime, mais que tout ça peut passer si on y va doucement. Moi, je pense que si De Gaulle avait voulu céder à ses ardeurs militaires, il l'aurait fait. La situation est pourtant loin de se tasser. En quelques jours, la France entière sera paralysée par un mouvement de grève sans précédent. La première usine qui a voté la grève générale, c'est à Nantes. C'est Sudaviation. Mais ils ne pensaient pas, franchement, que ça allait déboucher sur une grève générale et 8 millions à 10 millions de grévistes. Le lundi 13 mai 1968, c'est la grève nationale. Ouvriers, enseignants et étudiants manifestent à travers toute la France. À Paris, on dénombre jusqu'à 1 million de personnes de la gare de l'Est à la place d'Enfer-Rochereau. C'est la greffe ouvrière qui a donné tout son sens à la lutte, d'autant plus que beaucoup d'étudiants disaient « on ne peut rien faire sans les luttes ouvrières ».
La CGT, qui avait été prise au dépourvu par les premières grèves, qui ont démarré toutes seules, a lancé un mot d'ordre de grève générale, et ces militants se sont mis à essayer de mettre en grève des entreprises où il ne se passait rien. Alors que la Sorbonne rouvre ses portes, les grévistes bloquent la France. Les forces de l'ordre, épuisées, doivent intervenir pour contenir les cortèges et les tensions. Un rapport confidentiel du syndicat des gradés de la police pointe du doigt la désinformation véhiculée par les tracts et les médias. Les états de service témoignent de policiers accablés. Le rabiot, les heures supplémentaires, s'accumulent sur les graphiques. Il ne reste plus que 3, 4, 5 000 hommes pour véritablement s'opposer aux manifestants. Et donc il y a une gestion du personnel, une gestion des effectifs de jour en jour qui devient de plus en plus acrobatique à mesure que la crise se prolonge et que les hommes sont fatigués. Slogans et insultes pleuvent sur les représentants d'un État démissionnaire. CRS-SS sera l'un des mots les plus scandés dans les cortèges. Ce document est l'un des nombreux rapports témoignant des formules entendues. Pour éviter un point de non-retour, au ministère de l'Intérieur et à la préfecture de police, les hauts fonctionnaires tentent d'anticiper les stratégies d'occupation. Très vite, la police comprend que ces messages sont aussi interceptés par des étudiants. Une note de l'opération Gamma indique d'ailleurs de ne plus passer en clair les informations concernant Daniel Cohn-Bendit. Le renseignement fonctionne à plein régime. Il y a différents services de police qui font du renseignement et qui font remonter des informations, soit sur les orientations idéologiques globales des différents mouvements gauchistes, soit, d'un point de vue plus pragmatique, sur ce qui est prévu le lendemain, telle action, telle initiative, de façon que les effectifs soient bien là où il faut, au moment où il faut. Pour ce qui concerne le PSU, concernant la protection de ses militants, il avait un service d'ordre qui s'est appelé d'ailleurs plus tard service de protection. Ça faisait moins violent que service d'ordre. Un des participants était en fait quelqu'un qui appartenait aux renseignements généraux, à la police. J'ai eu entre les mains un livre qui en fait est un livre de poche, exactement semblable à ceux que pouvaient utiliser les étudiants, un livre imprimé au début de l'année 1968, sauf que ce livre est entièrement creusé et à l'intérieur il y avait un dispositif d'écoute ou d'enregistrement. Ça permettait à un policier en civil qui passait, qui venait dans un café, qui donnait l'impression de bouquiner, eh bien, en fait d'enregistrer, de retransmettre éventuellement ce qui était dit autour de lui. Étudiants, lycéens, ouvriers, fonctionnaires, mai 68 ne ressemble plus au mouvement isolé du 22 mars, mais à un immense soulèvement. Si l'exécutif ne semble toujours pas avoir pris conscience de l'importance des revendications, l'événement s'exprime déjà au sein de l'hémicycle. Et c'est une nouvelle fois les méthodes policières qui occupent les débats. Pendant le débat parlementaire qui s'ouvre le 14 mai 68, vont être répercutées jusque dans l'hémicycle des rumeurs selon lesquelles la police utilise des grenades et des grenades contenant du gaz mortel. C'est-à-dire qu'il y a une confusion dans l'esprit de tout le monde entre le gaz lacrymogène, le napalm du Vietnam, les gaz mortels de la Grande Guerre ou de la Seconde Guerre mondiale, voire les gaz toxiques des camps de concentration. Ce 14 mai, les slogans s'impriment sur des affiches aux Beaux-Arts. C'est le début d'une véritable communication de rue qui s'exporte très vite en province. Et là encore, la police est en première ligne. La violence des affiches des Beaux-Arts, c'est plutôt une violence à l'encontre de la police qu'à l'encontre de De Gaulle. De Gaulle, il est vieux, il est foutu dans les affiches. Les affiches à Toulouse étaient toujours des copies des affiches parisiennes, sauf une. J'ai trouvé qu'une affiche originale. Et à Lyon, c'est pareil. Et une copine qui me dit « Ah, mais moi j'ai toutes les affiches de Lyon et tout ça ». Je les ai regardées, c'était des mauvaises copies de Paris. Donc, il y avait, c'était... Mai 68, d'une certaine façon, a été un mouvement jacobin. Pour l'historienne Christine Fauré,
Ces affiches sont aussi l'occasion de confirmer que la femme n'avait pas de réelle place dans un mouvement au visage plutôt masculin. Des hommes s'opposant à des hommes casqués. Dans toutes les affiches de mai 68, il n'y a pas une représentation de femmes, pas une. Sauf peut-être, et on n'est pas sûr, la beauté est dans la rue. Et si les femmes avaient un statut, il fallait qu'elles soient belles pour avoir un statut. Et elles étaient femmes de chef. Point à la ligne. Je connais Anne Zelensky, Annie Sugier, elles ont balbutié 2 ou 3 mots à la Sorbonne que personne n'a entendu, et elles ont fait un petit groupe à 5. C'est quand même, ça ne veut rien dire de dire ça, c'est faux. Le mercredi 15 mai 1968, un lieu emblématique de la culture française est occupé par les étudiants. L'Odéon devient un espace de rencontre et de débat. Le préfet de police considère que c'est très bien que les étudiants s'installent à l'Odéon. Pendant ce temps-là, ils ne font pas de barricades dans la rue et ils ne foncent pas sur le Sénat, par exemple, qui est juste à côté. Les CRS encerclent le théâtre parisien pendant plusieurs jours, mais aucun ordre n'est donné, car le préfet Grimaud refuse d'intervenir. Les forces qui occupent un lieu sont beaucoup plus maîtrisables du point de vue des forces de l'ordre et finalement génèrent moins de rupture avec l'ordre du quotidien qu'un déploiement dans l'espace urbain. Au même moment, les préavis de grève se multiplient. La SNCF, la RATP, Air France sont rejoints par les chauffeurs de taxi et des dizaines de milliers d'ouvriers qui posent fièrement devant leur usine conquise. Ils étaient contents d'être là et de se faire photographier devant leur usine qu'ils possédaient. Et c'est ce souvenir-là qui me reste. C'est cette joie partagée et de la possibilité donc, de travailler sans contrainte, c'est-à-dire faire l'amour sans contrainte. L'amour avec une façon idéalisée. Le 18 mai, le pays compte entre 3 et 6 millions de grévistes. Le général de Gaulle, en visite officielle en Roumanie, écourte son séjour. L'État prend enfin conscience de l'ampleur du mouvement. 3 jours plus tard, les employés de la chimie et du textile se mettent en grève, mais aussi les usines Peugeot, Michelin, Citroën, ainsi que la fonction publique et les grands magasins. Entre 8 et 10 millions de grévistes, la France est paralysée. Le soir, les mêmes scènes se rejouent inlassablement. Les forces de l'ordre sont au bord de l'implosion. La journée, j'étais dans les usines ou dans les ateliers, et le soir, je prenais mes clous, comme on disait, je mettais mes pellicules, et j'allais à Saint-Michel, parce que tout commençait là. Et j'attendais que les rideaux s'ouvrent. C'était comme un théâtre. Jamais on a dit on casse du flic. Je vais vous dire, on sait très bien aussi, même si on a des cocktails Molotov, que face à des flics, vous n'allez pas forcément l'emporter non plus. Eux, ils ont le fusil. Quand j'étais blessé, le préfet Maurice Grimaud, il descendait tous les matins dans les cairns qui se trouvent à l'intérieur de la cour de la cité pour dire que je n'étais pas décédé, parce que ça se disait que j'étais plus là, que j'étais déjà décédé. Et là, les gars, ils auraient été vraiment remontés à fond la caisse. Au petit matin du 23 mai, un jeune homme de 26 ans est retrouvé mort sur une barricade dans des circonstances assez floues. Mai 68 vient de basculer une nouvelle fois. Le lendemain, les reportages en direct sont interdits car ils donnent des informations aux manifestants sur les positions des forces de l'ordre. Les médias sont censurés. Le 24 mai, au milieu d'un conflit sans fin, De Gaulle annonce la tenue d'un référendum en juin. Mais c'est trop tard. La nuit sera dans toute la France l'une des plus violentes. À Paris, la Bourse est incendiée. Et à 500 km de là, à Lyon, le commissaire René Lacroix meurt à 51 ans, écrasé par un camion lancé contre un barrage de police.
L'opinion, jusque-là proche des étudiants, bascule. Mai 68 est allé trop loin. Jusqu'au 24 mai, l'incendie de la Bourse à Paris, c'était des photographies qui donnaient plutôt à voir la violence policière à l'encontre des étudiants. Et à partir du 24 mai, les photos de l'AFP étaient des photos qui laissaient voir la violence étudiante contre la police et contre Paris en général, Paris qui flambe. Le changement de comportement, c'est quand même assez extraordinaire. Mais là, les gens nous amenaient du café, nous servaient du café. On disait, vous êtes vraiment les sauveurs de la République. Aux mêmes endroits où avant, on était accablés de tous les maux. Le 27 mai, après 3 jours de négociations, le protocole des accords de Grenelle est signé. Le SMIC et les bas salaires sont augmentés, la durée du travail est réduite, tout comme l'âge de la retraite. Mais les salariés ne sont pas convaincus et les grèves se poursuivent. En fin de journée, 35 000 personnes répondent à l'appel des syndicats et remplissent le stade Charletti dans le sud de Paris. 2 jours après, des cortèges défilent dans toute la France. Les forces de l'ordre sont de nouveau dans le flou. Il y avait des escadrons qui venaient de Bretagne à Paris, nous on allait en Bretagne. Ça tournait, tout tournait dans le plus grand des désordres et sans qu'on comprenne exactement pourquoi. C'était bien une panique. C'est là, le 29 mai, au milieu du chaos politique, social et étudiant, que le général de Gaulle prend une décision unique dans l'histoire de la Ve République. Il quitte la France et disparaît 24 heures. De Gaulle, il considérait qu'il y avait des ouvriers, et son ouvrier principal, c'était le Premier ministre. Il donnait des ordres, il disait « faut arrêter le merdier, il faut arrêter ça, Pompidou, eh bien à vous de jouer ». Quand il a vu effectivement qu'on n'y arrivait pas, il a eu cette idée magistrale de disparaître. On a tous été inquiets. Le chef d'État est à Baden-Baden, où il rencontre le général Massou. Puis il part s'isoler dans sa propriété de Colombey-les-Deux-Églises. Pompidou n'a pas été prévenu. C'est un sentiment qui m'est resté d'une manière indélébile, le sentiment de vide. On s'est dit, mais il n'y a plus de chef. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de chef. Il faut dire que tous les escadrons de gendarmerie mobile qui avaient soutenu De Gaulle pendant toute la guerre d'Algérie, qui l'ont soutenu, c'était des gaullistes à 80%. En tant que fonctionnaire, je me suis dit, on va très mal. Le chef de l'État, on ne sait pas où il se trouve. On livre la France à une bande de jeunes dont on ne savait pas trop exactement ce qu'ils voulaient. De Gaulle était un stratège et son réflexe a été militaire. Ce 29 mai contribuera à éteindre mai 68. C'était génial, quoi. Je m'en vais, je laisse pas d'adresse. Quand vous vous confrontez à quelqu'un, vous n'avez plus d'adversaire, vous avez l'air malin. De retour à Paris, le président annonce à la radio la dissolution de l'Assemblée nationale et l'organisation d'élections législatives. Ça prend fin début juin et on voit tout de suite qu'au mois de juin, on est beaucoup plus tranquille. Ben oui, parce qu'on le voit, parce qu'on ne sort plus. On fait nos interventions classiques et on s'aperçoit que, eh bien, ça se termine. Les dernières manifestations et les évacuations de juin ne se feront pas sans violence. La mort d'un lycéen de 17 ans lors de l'évacuation de l'usine Renault de Flins remettra le feu aux poudres le 10 juin. Le lendemain, le décès de 2 grévistes, l'un par une balle de CRS, l'autre d'une chute, ravivera les tensions. Mais ce seront les dernières nuits d'émeute à Paris. Le 30 juin, lors du second tour des élections législatives, les gaullistes remportent contre toute attente la majorité absolue à l'Assemblée, une situation sans précédent. Mai 68 aura eu raison de la gauche. La surprise, c'est que ces élections, en juin 1968, vont se solder par un raz-de-marée gaulliste. Alors qu'en 1967, De Gaulle et ses alliés n'avaient gardé le pouvoir qu'à 1 siège près. C'est ce qui fera dire aux communistes que les gauchistes font le jeu du pouvoir. Le travail reprend, la France pense ses blessures. Mais le bilan de ces 6 semaines est lourd. Du 3 mai au 12 juin,
un rapport confidentiel fait état de 86 hospitalisations et 1368 blessés dans la police. Il y a quelqu'un qui a perdu un œil, d'autres ont perdu des doigts parce que les cocktails Molotov, les grenades que vous lancez, que vous relancez, c'est très dangereux. Il n'y a pas de mort à Paris, hein. Le préfet Grimaud le redira, il a raison de le dire. On peut toujours se demander ce qu'il serait advenu avec Maurice Papon en lieu et place de Maurice Grimaud, mais on ne refait pas l'histoire. Les forces de l'ordre ont perdu leur honneur, leur méthode et doivent se reconstruire. Mai 68 a été pour elles une épreuve, mais aussi un formidable tremplin. Grâce à mai 68, la police va enfin avoir les crédits de l'État qu'elle attendait vainement. Et c'est cela qui va lui permettre de renouveler sa garde-robe, son parc automobile, d'utiliser des canons à eau modernes avec de l'eau savonneuse pour faire glisser les manifestants, etc. Le budget de la préfecture de police et le budget du ministère de l'Intérieur vont plus que doubler grâce à mai 68, ça c'est ce qu'on ne dit jamais. La France vient-elle aussi d'amorcer une mutation en profondeur. Les acteurs de ce mouvement unique garderont chacun l'impression d'avoir changé l'histoire. Avoir vécu mai 68 dans la vie d'un photographe, c'est extraordinaire. On peut dire que c'est de la chance, parce qu'on est dans des situations exceptionnelles. J'ai un souvenir comme ça absolument magique, mais magique. Moi, 68, ça a été une forme de magie. C'est comme si j'avais arrêté de me piquer, quoi. Je me suis jamais piqué, mais c'était fini, mais on aurait voulu que ça continue, quoi. Enfin, moi, j'aurais voulu. J'ai été dérouté. Et j'ai eu le sentiment d'avoir eu l'immense chance d'occuper la place que j'ai occupée à ce moment-là, qui a été un moment très important de ma vie. Si nous ne devons pas tout à mai 68, ce soulèvement inattendu sous la Ve République a fait changer la France, les paroles et les mentalités, au point de susciter encore, parfois au plus haut sommet de l'État, des débats sur son héritage.